Bonsoir Françoise Degois, conseillère politique notamment de Ségolène Royal, Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Analyse Interactive, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Alors, on a parlé du Front National, on va parler un peu de la gauche, évidemment. Je voudrais qu'on écoute cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, c'était vendredi soir sur mon plateau, et bien il y a eu un certain nombre de conséquences à cette phrase. C'est un argument qui sert à faire peur et à empêcher de penser. La véritable question qui se pose, c'est comment peut-on entraîner une majorité ou un nombre suffisant de Français pour être au deuxième tour. Les uns pensent que c'est en faisant une combine, en se réunissant, en s'embrassant, en mettant tout ce qui dérange sous le tapis. Et ce qui dérange et qu'on met sous le tapis, c'est les raisons pour lesquelles les socialistes ont perdu la moitié de leur voix. Donc je n'ai pas l'intention d'aller m'accrocher à un corbillard. Voilà, je n'avais pas intention de m'accrocher à un corbillard. La question c'était, Marine Le Pen peut être élue, est-ce qu'il ne faut pas que la gauche s'unifie? Et il a dit, c'est une question qui empêche de penser. Je n'ai pas l'intention de m'accrocher à un corbillard. Et bien du coup, le lendemain, Benoît Hamon au Portugal a dit, bon, on arrête là les mamours, ça ne marchera pas. C'est ça, Françoise Degois, j'ai compris. Ça ne marchera pas, mais ce que je crois, c'est que c'est quand même une grande comédie. Je pense que ça arrange Benoît Hamon que Jean-Luc Mélenchon ne fasse pas accord avec lui. Jean-Luc Mélenchon représente une forme de gauche radicale. Benoît Hamon, aujourd'hui, il est en train, laborieusement, pas après pas, d'essayer de reconstruire quelque chose qui ressemblerait à une mini-gauche plurielle avec les Verts. Il n'a absolument pas intérêt à ce que Jean-Luc Mélenchon raccroche les wagons. Benoît Hamon, il a intérêt à rassembler tout ce qui peut rassembler à gauche, et puis ensuite à faire un petit pas comme ça, à se recentrer vers le centre, un peu plus pour essayer de récupérer du côté de chez les gens qui sont partis chez Emmanuel Macron. Donc d'une certaine manière, c'est très étonnant d'ailleurs qu'un vieux roublard comme Jean-Luc Mélenchon, et quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'admiration parce que c'est quand même quelqu'un qui a une immense qualité politique, se soit fait rouler dans la farine comme ça. C'est-à-dire que c'est lui qui attrape le mistigris du rabat-joie. Il apparaît comme celui qui refuse, qui est le diviseur de cette gauche, ou bien c'était écrit d'avance? Quand Jean-Luc Mélenchon est grognon, chafouin et vitupère, c'est que ça va mal. Alors là, en ce moment, vous l'avez vu depuis 5-6 jours, il comprend que l'affaire est en train de lui échapper. Il ne sera pas celui autour de qui se fera l'union de la gauche. Si union de la gauche, il doit y avoir. Bon. Et effectivement, il fait une erreur en claquant. Dans ce cas-là, c'est celui qui ferme la porte aux négociations qui perd le premier. Bon, et là, c'est clairement lui qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, qui a dit, je ne veux pas entendre parler de ça, corbillard. Sauf que... c'est lui qui a appelé, ils se sont appelés le matin. Oui, enfin bon, c'est de la comédie, c'est du théâtre. Bon, c'est quand même lui qui a dit je ne veux plus rien. Alors attention, parce que si par hasard du côté des communistes, Pierre Laurent et ses amis disent écoutez, finalement les législatives de juin sont aussi importantes que les présidentielles, on a tout intérêt à s'allier avec le Parti socialiste, même affaibli, plutôt qu'un front de gauche qui n'a pas de circonscription. À ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon risque de se trouver presque à poil, si vous permettez l'expression. Et c'est ça qui le guette aujourd'hui. Et peut-être même sans signature si les communistes se retiraient, parce que c'est un vrai enjeu pour lui, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais on voit bien que le critère central maintenant, ça devient celui du vote utile à gauche. Et donc, est-ce qu'on va être dans un contexte plutôt 1995, quand Lionel Jospin fait un score meilleur qu'espéré, précisément parce que la gauche s'était mobilisée autour de ce candidat-là? Même chose, à un moment où la gauche était sortante, où le bilan de François Mitterrand, enfin, pas pour les mêmes raisons que François Hollande, mais voilà, c'était un climat assez détestable sur la fin du deuxième septennat de François Mitterrand. Ou est-ce que ça va être configuration 2002, où là, précisément, peut-être parce que la gauche se sentait plus confiante, il n'y a pas eu de vote utile. J'ai l'impression quand même, à gauche, tout le monde a un peu plus à l'esprit un contexte difficile qu'un contexte porteur à l'espoir. Donc après, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, ils peuvent se parler directement par médias interposés et tout ce qu'ils veulent. Il y a quand même derrière tout ça les électeurs. Et les électeurs, ça n'est pas parce qu'ils passent ou pas des acteurs qui décident de voter pour l'un ou pour l'autre. Ils votent quand même. Quel est le potentiel de Benoît Hamon, en fait, en l'occurrence? Bon, il a vu Yannick Jadot aujourd'hui, qui fait à peu près 2% dans les sondages. Si il siphonne, entre guillemets, comme on dit, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, quel est son potentiel? Peut-être déjà, on peut rappeler que avant la désignation, les intentions de vote nationales en faveur de Benoît Hamon le plaçaient aux alentours de 6%. Que après la désignation, il était aux alentours de 15-16%. Et surtout, avec un ordre au sein de la gauche qui a été complètement bouleversé, où c'était Jean-Luc Mélenchon qui était le leader, entre guillemets, de la gauche, aux alentours de 15%, et depuis la désignation de Benoît Hamon, avec un ordre qui est un ordre inversé, et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon qui est plutôt aux alentours de 11-12 d'un côté, 14-15 en faveur de Benoît Hamon. Donc il a déjà réussi, Benoît Hamon, à récupérer une partie des électeurs de gauche, déçu par François Hollande, qui disait on n'est pas forcément fan de Jean-Luc Mélenchon, mais aujourd'hui c'est le seul qui nous parle véritablement, ou en tout cas qui fait parler de la gauche en tant que telle. Après,
L'autre aspect dont on ne parle que très peu aujourd'hui, c'est la capacité de Benoît Hamon à pouvoir récupérer une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron. Alors on pourrait dire, politiquement, ils ne sont pas du tout sur les mêmes orientations, ils ne portent pas la même vision, même globale de la cité, mais en même temps, quand vous regardez les logiques de motivation de vote, et à l'égard de Benoît Hamon et à l'égard d'Emmanuel Macron, ce sont deux responsables politiques qui disent qu'ils renouvellent le genre. Donc le regard n'est pas forcément uniquement du côté d'Emmanuel, de Jean-Luc Mélenchon, mais également... Et c'est contradictoire. Le problème, c'est que c'est contradictoire. C'est que ça peut apparaître comme étant contradictoire. On va écouter Benoît Hamon, parce qu'il a vu Yannick Jadot aujourd'hui, et ça avance, en revanche, comme prévu, voilà, à peu près. C'est pas un accord au trébuchet. Il y a la volonté de partager une même démarche en direction des Français. Ils considèrent comme moi que cette présidentielle ne peut pas passer à côté du travail, de la santé, de l'écologie, de la démocratie. Et nous parlons de cela. Voilà. J'ai confiance dans le fait que nous travaillons bien, avec beaucoup d'intensité, et ce sera parfaitement transparent et sur le fond et la forme. Benoît Hamon, il y a une chose, je suis d'accord avec ce que vous dites, Jean-Daniel, je compléterai, il a aussi arrêté l'hémorragie immédiate vers Emmanuel Macron. Et c'est une très grande difficulté, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, finalement, n'a pas réussi à faire le break, ni avec François Fillon, mais on en parlera tout à l'heure, ni avec Benoît Hamon. Benoît Hamon devait être le candidat socialiste qui, de toute façon, à la fin février, inévitablement allait se rallier à la machine triomphante de Macron. Ça n'est pas le cas. Donc, il se passe autour de Benoît Hamon, les électeurs socialistes, ils regardent, ils sont pas fous, ils veulent pas être battus, ils veulent être au second tour. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont regarder qui est en capacité d'être au second tour. Est-ce que c'est Benoît Hamon ou est-ce que c'est Emmanuel Macron? Benoît Hamon, là, on peut se dire, il se perd dans des combinations. En réalité, avec Yannick Jadot, c'est quasi, ça sera fait. Il cherche, il a besoin d'un déclic. C'est-à-dire qu'il a réussi déjà sa primaire et il a besoin d'envoyer un message à la gauche, un élan. Et cet élan, il veut s'appuyer sur cette mini-gauche plurielle. C'est pour ça qu'il prend un peu de temps pour vraiment partir à la conquête de cet Élysée. Trop de temps, dit certains, la campagne se déroule et il a l'air de passer du temps à parler avec les uns les autres, à faire des réunions d'appareils. Ce qui est vrai, c'est qu'on a rarement vu une campagne qui démarrait aussi tard. Simplement, c'est pas l'apanage ou c'est pas le défaut de Benoît Hamon, c'est que tous les candidats sont embringués dans des histoires, on va parvenir dessus, oui, mais qui sont justement, il y a de l'espace inédites. peut-être pour faire Maintenant, la campagne. Ce que je crois, c'est que Benoît Hamon, pour l'instant, même s'il fait pas une campagne géniale, n'a pas commis d'erreur. Or, tous autour de lui, à commencer par Emmanuel Macron, on en parlera, et par Jean-Luc Mélenchon, on en a parlé, ont un petit peu ripé sur 2-3 erreurs. Et donc, ça peut décrocher des grappes de dizaines, voire de centaines de milliers de voix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'aimant le plus puissant à gauche, il s'appelle Hamon. Je ne vous dis pas qu'il va monter jusqu'à 25%, mais en tout cas, il vient du diable vauvert, il vient des 6%, comme vous venez de le dire. Oui. Et jusque-là, il peut apparaître comme la vraie force de gauche. Et c'est là-dessus qu'il doit capitaliser. Et s'il continue de faire cette campagne, qui, je dirais, vaut 13 sur 20 ou 14 sur 20, mais sans aller dans le platane, de toute façon, à l'arrivée, c'est le moins mauvais ou celui qui aura fait moins de fautes, c'est ça que vous dites? C'est celui qui dérape pas qui gagne. Il y a quand même parfois des campagnes d'élan, comme en 2007. Il y a eu un élan à droite, il y a eu un élan à gauche. Et puis après, il y a des campagnes effectivement relatives où on choisit le moins mauvais. Mais je pense que Benoît Hamon, je suis d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, n'a pas commis d'erreur. Mais on dit que la campagne, elle commence très tard. Mais enfin, il y a quand même eu des primaires. C'est pas comme si on n'avait jamais entendu parler de programme. Benoît Hamon, on a à peu près compris le candidat qu'il était, que ce soit sur des sujets comme la laïcité, sur l'économie. On va pas revenir ici sur le revenu universel, mais je veux dire, les points, il les a déjà marqués, de la même manière qu'à droite, ça avait déjà été fait un peu. Donc on n'est pas totalement dans le vide. Et après, les électeurs, comme le disait Françoise, ils attendent aussi de voir ce qui se passe. Parce que j'en parlais tout à l'heure, on est dans la logique du vote utile. On voit bien qu'il y a une candidate qui s'appelle Marine Le Pen, qui vraisemblablement semble être, à moins qu'il arrive, on ne sait même pas quoi, puisqu'on voit bien que même les affaires glissent sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. Donc qui est qualifié pour le deuxième tour? Il faut l'autre qualification. Et dans une candidature, enfin dans une élection qui paraissait acquise à la droite, avec un François Fillon qui ne s'est pas effondré, mais enfin qui n'est pas non plus en forme extraordinaire, pour la gauche, ça devient une occasion miraculeuse, d'autant que Benoît Hamon a réussi cette performance assez incroyable. Tout comme Lionel Jospin, j'en parlais tout à l'heure, avait réussi à le faire en 1995, à ne pas avoir l'air d'être l'héritier de François Hollande. Ça, c'est sûr. Mais pour aller vers Emmanuel Macron, il faudra peut-être du coup qu'il change ou qu'il modifie son programme. Il y a deux niveaux de perception. Il y a un niveau superficiel qui est celui de la demande de renouveau, parce que quand on parle aux gens, ce qu'ils voient chez Emmanuel Macron, ils disent aussi, ils le voient comme différent, mais sans avoir vraiment regardé le fond. D'ailleurs, la preuve, c'est que Emmanuel Macron fait des déclarations assez variables au fil du temps, mais y compris sur des points de philosophie
vraiment profond sur sa vision du système de sécurité sociale. On avait bien compris qu'il voulait plutôt passer à un système à la britannique. Il est un peu revenu en arrière. Donc de ce point de vue-là, je suis pas sûr que Benoît Hamon ne soit pas un bon convainqueur. Il y a deux attributs en commun pour Benoît Hamon et pour Emmanuel Macron. Le premier attribut, c'est l'attribut de l'âge. À tort ou à raison, il y a la perception que ce sont deux jeunes candidats, ou en tout cas deux responsables politiques. Benoît Hamon est un peu plus vieux. Il y a 10 ans d'écart. Il a 49 ans et l'autre bientôt un jour 40 ans. Il n'a pas tout à fait, mais un jour il va les avoir. C'est pour ça que j'ai dit à tort ou à raison. L'autre aura 50 ans aussi. À force, voilà, c'est ça. En perception, ils apparaissent tous les deux comme étant relativement jeunes et le physique plaide notamment pour Benoît Hamon. Et puis le deuxième aspect qui m'apparaît le plus important, c'est qu'il donne le sentiment de renouveler le genre, c'est-à-dire de ne pas être inféodé à des formations politiques, de ne pas revenir avec des propositions qui sont des propositions qui ont été évoquées par le passé. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on regarde aujourd'hui l'électorat qui vient de la gauche et qui déclare « j'ai l'intention de voter en faveur d'Emmanuel Macron », que dit-il? Il dit « on a le sentiment qu'il y a une dynamique, mais qui sont dans l'incapacité de pouvoir nous dire le programme politique ou même les orientations qui sont proposées par Emmanuel Macron ». Donc le débat peut être pas uniquement un débat gauche-droite ou pas un débat État-libéralisme, mais il peut être un débat sur le renouvellement de la chose politique. Exactement. Et là où il y a ce petit espace qui peut se créer pour Benoît Hamon. Je vais dans le sens avec l'alliage des fondamentaux, vous savez, c'est-à-dire que la gauche s'est tellement droitisée avec le quinquennat de François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls qu'on en vient à avoir le sentiment qu'on redécouvre un candidat de gauche qui parlerait des ouvriers, qui parlerait de la souffrance au travail. En fait, Benoît Hamon, il est en train de reprendre les fondamentaux de la gauche avec une forme de fierté, comme François Fillon a pris les fondamentaux de la droite avec fierté. Mais après, est-ce qu'il s'adresse pas seulement à leur famille, et où est-ce qu'il s'adresse à tous les Français? Je pense que vous avez aujourd'hui, Ruth, pour bien connaître cet électorat, j'en fais partie, vous avez des millions, je pèse mes mots, d'électeurs socialistes qui allaient partir chez Macron parce qu'il y avait que ça, ou chez Mélenchon. Tiens, il y a Benoît Hamon qui arrive, on s'arrête en chemin, c'est comme dans une fête, il y a de la bonne musique, on reste là, on regarde, on attend, et vous avez... Non, mais je plaisante pas, parce qu'il y a un côté très festif. Métaphore. Il y a un côté très festif en plus chez Hamon. On entend un type qui nous reparle, mais on entend un type... On entend un type qui nous reparle de la gauche, des ouvriers, tous ces mots qui font caca depuis des années, et on se dit, peut-être que c'est bien. Emmanuel Macron, on le sait, ce week-end était un peu calamiteux, et la semaine, globalement, a été une des pires, évidemment, de sa campagne, mais peut-être depuis, il a eu une chance folle depuis qu'il a quitté le gouvernement. Globalement, toutes les planètes s'alignaient jusqu'au problème de François Fillon, qui était, entre guillemets, pour lui inespéré. Et puis tout d'un coup, ce voyage en Algérie, les déclarations... Lyon, le meeting de Lyon. Le meeting de Lyon, qui a été décevant, mais surtout, la phrase à Alger face à un journaliste algérien, même si, donc, crime contre l'humanité, qui lui a été contesté comme phrase, il se retrouve à Carpentras, il se retrouve à Toulon, et voilà ce qu'il dit. Ma responsabilité, c'est pour qu'ensemble, nous soyons vraiment français, de casser aussi ces blocages. Donc je le dis, aujourd'hui, chacune et chacun dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président. Je vous ai compris et je vous aime. Parce que la République, elle doit aimer chacun. Je vous ai compris, il l'a utilisé. Aïe. Quelle faute. Oui, et il y a beaucoup de fautes chez Emmanuel Macron tennis, et surtout, l'excuse est presque pire que la faute. Alors si j'essaie de contextualiser un petit peu tout ça, il a fait une campagne, il voulait rassembler. Droite-gauche, c'est ringard, je vous aime, les riches contre les pauvres, ça va plus du tout. Bon, très bien, tête de chapitre très intéressante et un peu innovante. Simplement, quand on rentre dans les chapitres, on s'aperçoit qu'il clive beaucoup plus encore que certains autres candidats. Aller en Algérie, je suis pas certain que c'était indispensable pendant une campagne. Mais après tout, pourquoi pas? C'est un passage obligé, apparemment, tous le font. Oui, ben enfin, c'était... Non, mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il avait raison de le faire. Mais je suis pas certain qu'il le on a vu, là, je pense. Aller dire ça à une télévision algérienne, c'est très maladroit, surtout qu'il avait écrit le contraire 2 mois plus tôt dans son livre. Bon. Du coup, il se dit, aïe, j'ai fait une bêtise, donc je vais essayer de me rattraper. Carpentras, Toulon, c'est des terres où il y a beaucoup de rapatriés, d'harkis, etc. Et là, je vous ai compris. Il y a quand même la phrase qui voulait dire, en gros, De Gaulle a dit, je vous ai compris, mais il a fait le contraire de ce qu'on croyait que les gens avaient compris. La phrase de la trahison. Donc, c'est ça, la phrase de la trahison. La phrase absolue de la trahison. Donc, j'espère que ça lui a échappé, que c'est pas voulu, parce que sinon, ça rajoute encore de la confusion. Quand vous faites une campagne dont le maître mot est le rassemblement, et qu'au bout de quelques temps, vous finissez par cliver tellement que vous
casser tout ça, votre campagne est à un point mort. Et c'est pour ça que Fillon d'un côté, Hamon de l'autre, sont en train de récupérer. C'est que l'aimant Macron est en train de passer du plus au moins, si j'ose dire. Et donc toute la limaille de fer qu'il avait attirée repart de la Mais il doit présenter le chiffrage de son projet. Il doit présenter son projet avec la question, la fameuse phrase du cardinal de Retz, on ne sort l'ambiguïté qu'à son détriment. Voilà. Et donc, est-ce que il va donner des précisions et du coup perdre une partie de ses troupes parce qu'il y aura une mesure qui sera trop à gauche pour les gens de droite et une mesure qui sera trop à droite pour les gens de gauche? La réalité, c'est que maintenant, il est obligé. Emmanuel Macron, il a fait en plus une faute dans le week-end parce que c'est ce qu'on appelle vraiment la schizophrénie. Mais là, il connaît vraiment ses premiers tourments de candidat. C'est arrivé à tous les candidats. Il est favori, donc la pression est sur lui. Il fâche toute la gauche. On aurait pu être content sur les crimes contre l'humanité. Moi, je l'ai défendu sur cette question. Mais il fâche la gauche avec la manif pour tous, en expliquant que les gens ont été humiliés. Donc, il fâche la gauche, il fâche la droite, il fâche tout le monde. Il est obligé. Je veux bien qu'Emmanuel Macron dise on s'en fiche des programmes. Maintenant, il est dans son heure de vérité. Il va être obligé de donner une direction. Et je pense qu'il se trompe en pensant qu'il peut gagner la présidentielle avec l'électorat de droite. C'est des gens comme nous qui feront que Emmanuel Macron sera au second tour ou pas. Donc il se réveille. Voilà ce qu'on lui dit. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit François. Si l'électorat de droite avait dû, et il a regardé un moment, et malheureusement pour Emmanuel Macron, le moment où l'électorat de droite l'a regardé, c'était au moment du meeting de Lyon, qui était parfaitement creux. À part une phrase quand même qui, pour un électeur de droite, sonne assez mal, il n'y a pas de culture française. Il y a de multiples cultures en France. De gauche aussi. Vous savez que la gauche n'est pas si inculte que ça. Mais je ne vous dis pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'indépendamment de toutes les gaffes qu'a pu commettre ou pas Emmanuel Macron ces derniers jours, de toute façon, il y a un problème fondamental dans sa culture, c'est ce pari du ni droite ni gauche ou et droite et gauche, qui peut avoir du sens s'il était à la hauteur de l'ambition que ça représente. C'est-à-dire, ça évoque 1945, ça évoque un moment où on est dans une situation de destruction. On voit toutes sortes de comparaisons avec le général de Gaulle. Il n'arrête pas de la laisser entendre, de la laisser deviner. Mais j'entends bien, mais le général de Gaulle, il ne proposait pas derrière un pass culture à 400 € pour les jeunes. Il est produit d'une autre histoire. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, il a soulevé. Non, mais il va se prendre, je pense, le vent contraire de l'espoir qu'il a suscité, parce qu'il y a eu un vrai phénomène autour d'Emmanuel Macron, une vraie demande d'autre chose. Il n'est pas encore enterré. Non, je ne vous dis pas qu'il est enterré. Il reste 2 mois de campagne et les autres candidats sont faibles aussi. Donc je suis assez d'accord avec vous. Je dis juste qu'en l'état, le choix stratégique qu'il a fait me paraît à côté de la plaque, parce qu'il n'a pas donné une vision à la hauteur de ce que supposerait son positionnement ni droite ni gauche. Daniel Lévy. Mais là, vous avez utilisé le terme favori, et c'est ce qui change radicalement la donne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsque vous interrogez les Français, jusqu'à il y a quelques mois, ils considéraient que c'était un trublion, ou en tout cas c'était quelqu'un qu'on allait utiliser dans le cadre des sondages, dans le cadre des mobilisations, pour faire passer un certain nombre de messages à ce qu'on appelle vulgairement la classe politique. Là, aujourd'hui, quand vous interrogez les Français, pour une majorité relative d'entre eux, ils pensent que c'est lui qui va probablement gagner la prochaine élection présidentielle. Ce qui veut dire que le regard est un regard extrêmement différent. Autant au début, on regardait en disant il se différencie de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé ou des autres gros candidats, entre guillemets, autant maintenant, ils se disent que si demain ils utilisent un bulletin de vote Emmanuel Macron au premier tour et a fortiori au deuxième tour, il y a de fortes chances qu'il se retrouve comme étant le prochain président de la République. On est exactement dans la même situation que François Bayrou en 2007. Justement, François Bayrou, il va faire une déclaration mercredi à 16h30, une conférence de presse, où il va annoncer quoi ? Écoutez, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Ce week-end, j'ai vu 2 proches de François Bayrou. Le premier m'a dit il va y aller. Et il m'a fait la démonstration selon laquelle il allait y aller. Et le deuxième, 1 heure plus tard, m'a dit il ne va pas y aller. Il m'a fait la démonstration selon laquelle il n'allait pas y aller. Donc, aujourd'hui, 19h52 sur BFM, je n'en sais rien. Et je mets au défi qui que ce soit autour de cette table de dire je suis sûr qu'il va se passer ça ou ça. Écoutez, j'ai fait à peu près la même enquête. Bon, je vous le confie. Non, mais il peut aussi être complètement spectaculaire, François Bayrou. Il peut dire je suis candidat. Il peut dire je rallie Emmanuel Macron. Oui. S'il fait ça, de ce coup. Est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à partager l'affiche ? Parce que c'est ça la question, c'est pas un ralliement qui serait je suis à tes ordres et je travaille avec toi ou je travaille pour toi. C'est une forme de partage de l'affiche. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a montré une difficulté qui arrive dans toutes les campagnes, c'est vraiment la crise narcissique, c'est-à-dire à un moment donné, on est ivre de soi-même parce que personne n'est préparé à avoir des meetings où 2000 personnes vous disent on t'aime. C'est arrivé à tous les candidats. C'est arrivé à Sarkozy, c'est arrivé à Royal, c'est arrivé même à Hollande, même François Hollande, le plus rationnel. Donc lui, il a sa crise là, un peu ivre de lui-même. Donc il l'accepterait pas. Il faut redescendre. Non, mais je pense qu'il va redescendre parce que la gifle est quand même un peu inquiétante. Donc oui, moi je crois qu'il accepterait.
Il ferait semblant au moins d'accepter. Jean-Daniel Lévy. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il aurait intérêt? Est-ce que sur le plan des... Il fait une analyse électorale et il se dit, oui, il vaudrait mieux qu'il soit avec moi. Quand vous regardez François Bayrou, une partie du constat qu'il pose à l'heure actuelle, la manière dont il a pu écrire son ouvrage Résolution française, si je ne me trompe pas, et les débats ou la nature des débats tels qu'il les pose aujourd'hui, il y a une partie de la population qui est vraiment sensible à cela, c'est-à-dire la manière dont il peut parler de la France, d'une certaine forme de morale en politique, l'expérience. Et puis il faut rappeler aussi que ça a été un des premiers à parler de la dette et des déficits, et que ça avait été la deuxième motivation de vote lors de la dernière élection présidentielle autour d'une question centrale. Cette année, hein. Après, c'est un peu plus difficile. Mais il y a une forme d'autorité morale aujourd'hui qui est portée par François Bayrou. Vous prenez dans les différentes enquêtes d'opinion, c'est une des personnalités préférées de la part des Français. La difficulté qu'il rencontre, c'est à pouvoir le manifester aujourd'hui en termes de traduction électorale d'intention de vote. Donc, quand on écoute Jean-Daniel, effectivement, à la fois autorité morale plus la dette, les déficits, ou l'effort, en tout cas, remettre le pays sur les rails, paraît finalement plus complémentaire avec François Fillon qu'avec Emmanuel Macron. Donc après, effectivement, il faut quand même qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. On vient d'expliquer, mais il y a des électeurs de centre droit. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. On vient d'expliquer que Macron, sa réserve d'électoral, elle était à gauche. S'il affiche une alliance plus ou moins de circonstances avec Bayrou, pardon, mais il avait appelé à voter Hollande. Oui, enfin, vous connaissez les raisons. C'était plus par haine du candidat qui était en face, Nicolas Sarkozy, que par conviction absolue. Donc je ne suis pas certain que la solution, je suis pas certain que la pierre philosophale d'Emmanuel Macron soit de dire je m'allie avec Bayrou parce que ces électeurs de gauche vont partir chez Hamon définitivement. Donc quadrature du cercle, difficile. Réponse suspense, ça sera en direct sur BFM TV comme d'habitude. C'est le 20h 2017 dans la Marche à tout de suite.